Notre lien avec les arbres et le bois est très intime. Ce matériau noble et chaleureux, que l'on transforme de mille et une façons, s'est introduit partout dans nos habitudes et notre quotidien. C'est une ressource précieuse, issue de nombreuses années de maturation et dont la demande augmente chaque année. Mais la valeur du bois est parfois largement sous-estimée. Le lien originel qui existe entre le bois et la forêt est parfois occulté, oublié. Et certaines de nos forêts, d'où provient ce matériau unique, sont aujourd'hui devenues des espaces inhospitaliers à la vie. Les forêts de notre imaginaire ne sont parfois en réalité plus que des champs d'arbres alignés et figés dans un systématisme de production un peu effrayant. Il existe pourtant bien d'autres manières de gérer et d'exploiter la forêt, dont certaines semblent compatibles avec la préservation de la biodiversité. J'ai voulu découvrir ces possibilités de produire du bois consciencieusement, tout en trouvant le moyen de laisser une place aux vivants. C'est un équilibre que des femmes et des hommes se chargent de maintenir au quotidien, tantôt grâce à des méthodes ancestrales, tantôt via des expérimentations et des modes de gestion nouveaux. C'est donc une balade qui me mènera à chercher la forêt idéale, celle qui répond aux besoins des activités humaines et qui, dans le même temps, laisse une place au sauvage et à l'idée que l'on se fait d'une forêt mystérieuse et chargée d'histoire. Ma première rencontre avec deux de ces gestionnaires vertueux eut lieu tout proche de chez moi, dans les Deux-Sèvres. Dans ce bois de 130 hectares, j'ai pu de nombreuses fois observer la faune sauvage. Et la diversité de la flore, même en hiver, était riche et abondante. Georges et Daniel sont les propriétaires de ces bois denses et très fleuris, en cette période de mars où nous nous sommes rencontrés. Nous avons planté du chêne, du sapin, du merisier, différentes essences que nous entretenons bien sûr. Nous vendons aussi du bois sur pied à des particuliers qui viennent faire leur bois eux-mêmes. J'ai travaillé à la laiterie de Saint-Loup pendant 27 ans comme chauffeur routier. Je livrais du beurre et du fromage sur Paris, sur toute la France. J'ai pris ma retraite un peu plus tôt que prévu, ce qui m'a permis d'être dans les bois. Quand j'étais à la retraite, j'ai venu souvent travailler avec mon beau-père qui m'a montré plein de choses vu qu'il était un ancien à travailler dans la forêt. Ce sont donc des méthodes artisanales et traditionnelles que Georges a privilégiées pour entretenir et abattre ses arbres. Dans les grandes exploitations, c'est du rendement qu'il leur faut surtout. C'est ce qui compte chez eux. Mais ils ne voient pas la détérioration du sol et tout ça, ils n'en tiennent pas compte. Donc pour moi, ça fait perdre la forêt. Ça ne régénère pas après comme il faudrait. Parce que ça repoussera mal, on détruit la forêt complètement. Avant qu'elle reprenne vie après, ça demande des années et des années. On ne laisse rien derrière ces grosses machines. Et c'est surtout la rentabilité qui compte chez eux. Alors que chez nous, on aime bien la forêt et on ne détruit pas comme eux.
se synchroniser avec le rythme naturel de la forêt. C'est un premier élément qui semble favorable au retour de la vie. Ici, ce rythme est maintenu et l'on s'y adapte. On oublie parfois quelques piles de bois qui finissent par se fondre dans le paysage et qui deviennent, pour les mousses et lichens, une opportunité de s'y développer. Si on ne respecte pas le sol de la forêt, on va détruire tout ce qui est flore. Dans nos forêts, on a énormément de fleurs. J'ai en effet rarement eu l'occasion d'observer un sous-bois aussi diversifié et coloré. Le tapis forestier semble ici être en pleine santé. Les orchidées sont revenues depuis une dizaine d'années, elles avaient disparu. Donc elles reviennent dans certaines forêts qui ne sont pas détruites. Je pense que la méthode de gestion fait que les orchidées sont revenues parce qu'on n'a pas détruit tout le sous-sol. Dans certaines forêts, on voit pour ainsi dire plus d'humus. Si on enlève l'humus, il n'y a plus rien. La qualité du sol définit en effet la base du développement de la biodiversité forestière. Tout commence dans la terre, qui, aérée par les insectes et les réseaux racinaires, accueille les espèces végétales dites productrices. Un sol non tassé et riche permet à ces espèces de proliférer harmonieusement en toute tranquillité. Les fruits, les bourgeons et les feuilles de ces végétaux nourrissent les espèces consommatrices primaires, herbivores. Les insectes et autres invertébrés qui colonisent la forêt, nombreux notamment en présence de bois morts en quantité, sont la base alimentaire des espèces consommatrices secondaires, qui se nourrissent également de plantes et de graines. Les oiseaux et les petits mammifères en font partie. Enfin, certaines de nos forêts accueillent encore quelques super prédateurs, qu'il n'est pas toujours aisé d'observer. La chouette hulotte, par exemple, poursuit ce cycle vital en apportant jusqu'à 3 proies par jour à ses petits. Lorsque ce cycle est respecté dans sa globalité, ce qui est le cas dans la forêt de Georges et de Dany, l'équilibre est maintenu et la biodiversité épanouie. Le sol constitue ainsi la pierre angulaire de cet équilibre. Mais l'engagement de cet ancien routier et de cette institutrice à la retraite ne s'arrête pas là. Oui, ça a bien poussé. Nous nous retrouvons devant une clôture encadrant 2 hectares. Derrière elle, grandissent de nombreuses essences d'arbres. Nous sommes devant un arboretum européen qui a été mis en place en 2012. C'est un arboretum pour voir comment les arbres réagissent par rapport au climat. Donc ils ont installé 37 arboretums qui vont du Portugal jusqu'en Écosse, tout le long de la façade atlantique. 2 fois par an, les ingénieurs viennent mesurer les arbres pour voir ceux qui réagissent
plus ou moins à la sécheresse, à la forte pluviométrie. Sur certains arboretums, ils ont installé des stations météo. Donc c'est vraiment voir comment les arbres agissent par rapport à l'évolution du climat. Je suis née presque dans les bois. Mon père était charron et sieur, donc j'ai toujours vécu dans la forêt. Donc pour nous, c'était important de faire cette expérience pour que nos enfants, nos petits-enfants après, puissent exploiter la forêt en ayant des renseignements que nous, on n'avait pas. Cette vision des choses et de l'avenir m'a beaucoup plu. Ce couple d'octogénaires envisage consciencieusement les prochaines années et témoigne de la possibilité de créer des bois sains tout en étant productifs. En tout cas, à une échelle locale et raisonnable. Qu'en est-il donc des grandes surfaces sylvicoles françaises ? 31%. Près d'un tiers du territoire est recouvert de forêts. Certaines d'entre elles font plusieurs milliers d'hectares. Ces surfaces immenses sont donc nécessairement des terres d'accueil pour la vie. Mais le système de production intensif implique souvent de favoriser la quantité de bois plutôt que la qualité du milieu dans lequel il pousse. Certaines personnes sont donc en charge de réfléchir à trouver des moyens pour concilier la production avec la biodiversité forestière. Depuis les années 70 et en particulier depuis le sommet de la Terre de Rio en 92, l'ONF a défini en fait son comportement vis-à-vis de la biodiversité. On n'a aujourd'hui pas de forêt primaire en métropole et la difficulté c'est justement de pouvoir continuer à produire tout en conservant des caractères de l'habitat naturel de la forêt. Bertrand Barré est un expert en matière de biodiversité sur les grandes surfaces forestières. Il est responsable du service environnement de l'agence ONF Bourgogne-Est, qui gère 210 000 hectares de forêt. Le forestier s'attache à bien diagnostiquer en fait, le contexte naturel, c'est-à-dire qu'il va définir en fonction d'observation du sol, de la végétation, il va savoir en fait ce que l'on pourrait faire sur cette forêt en fonction des conditions écologiques de chaque espèce. Si effectivement l'orientation est plutôt de faire du chêne, on va privilégier le chêne, mais tout en conservant des essences d'accompagnement. Dans la forêt châtillonnaise, par exemple, dans les années 70, l'objectif c'était 100% hêtre dans toutes les parcelles. C'est-à-dire que les ouvriers forestiers qui intervenaient dans les parcelles, on leur demandait de couper tout ce qui n'était pas du hêtre. Aujourd'hui, on s'attache à conserver 40% d'espèces qui ne sont pas l'espèce objectif principale, ce qui permet de maintenir en fait une biodiversité sur les parcelles. Ces parcelles diversifiées, facilement reconnaissables depuis les airs, se distinguent des parcelles monocultivées, très productives et très rentables. Une forêt monospécifique en fait est une forêt qui est plus sensible aux aléas qu'ils soient climatiques ou liés à des parasites. Donc, dans les années 60 et 70, en fait, le forestier a cherché à augmenter sa production et on s'est aperçu avec quelques décennies de recul que finalement ça causait quelques inconvénients quant à la gestion et au maintien en fait, des peuplements en état de bonne santé.
L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des forêts qui soient plus mélangées pour éviter justement de se retrouver dans des situations difficiles, voire des impasses sylvicoles. Donc l'intérêt, c'est d'avoir cette symbiose en fait, entre les différentes espèces, entre les arbres. Le maintien de la biodiversité implique donc un mélange des essences, nécessaire pour retrouver un caractère naturel de la forêt. La biodiversité se traduit aussi lors des opérations de désignation des tiges, ce qu'on appelle le martelage. Le forestier va être amené à identifier des arbres qu'il va conserver sur place pour la biodiversité uniquement. Souvent des arbres qui n'ont pas une grosse valeur économique et qu'on conserve pour permettre de maintenir les espèces qui sont liées en fait aux vieux arbres ou à des dendromicrohabitats, donc les habitats qui sont liés en fait au bois et qui permettent à des insectes, des micro-mammifères, des oiseaux de bénéficier de gîtes ou de nourrissage. Lorsque l'arbre est intéressant économiquement, il lui reste encore théoriquement au moins le double de sa durée de vie pour profiter en fait à l'écosystème et aux espèces qui sont liées en fait à ce stade vieillissant. Du coup, c'est important d'avoir ce maintien de 3 arbres à l'hectare pour permettre de garder fonctionnel tout l'écosystème avec les espèces qui sont liées au stade vieillissant de la forêt. La sylviculture n'est qu'une partie en fait, de la gestion forestière écosystémique et il serait important en fait, de prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir en tirer un meilleur parti tout en gardant effectivement notre objectif de fournir du bois utilisé par l'être humain. L'arbre, c'est pas que du bois et la forêt, c'est pas que des arbres. C'est un ensemble et en fait, on gère un système complexe. Si on gère la forêt en respectant l'écosystème, je pense qu'on peut arriver en fait, à une bonne solution pour les forêts de demain. Les enjeux liés à la biodiversité sont donc bien compris et diverses solutions sont mises en place pour rechercher un compromis équilibré. Pour aller voir concrètement comment les choses se passent sur le terrain, j'ai fait un détour par le massif des Vosges, le pays de mon enfance. J'ai en charge une forêt communale d'environ 800 hectares dans la vallée de Münster. Donc c'est une forêt de moyenne montagne. Les essences principales sont sapin épicéa et on retrouve également du hêtre en altitude. Cédric est technicien forestier à l'ONF. Il est cet homme de terrain confronté quotidiennement aux enjeux de la biodiversité de sa forêt. Aujourd'hui, on hérite d'une forêt qui a essentiellement été replantée dans les années 70 grâce à des subventions.
Ça a été replanté beaucoup en monoculture, hein, comme on peut le voir derrière. Grosse forêt d'épicéas, c'est l'épicéa qui a été très subventionné. Donc plantation en ligne, monoculture, sur des grosses surfaces. Aujourd'hui, on fait face à une crise sanitaire importante dans l'épicéa. Il y a un insecte qui s'appelle le scolyte qui a colonisé les peuplements d'épicéa. Ce phénomène est accentué par la monoculture puisqu'il n'y a pas de barrières naturelles en fait, qui vont pouvoir empêcher la propagation du scolyte. Ça se répand de plus en plus jusqu'à prendre des massifs entiers d'épicéa qui vont sécher et on va être obligé de les exploiter. On voit bien là une conséquence de la monoculture. Aujourd'hui, dans notre gestion forestière, on essaye de mélanger les essences, de faire des forêts un peu plus mosaïques, avoir un maximum d'essences, donc toujours adapté à la géographie, hein, évidemment. On va mélanger du sapin, du hêtre, de l'épicéa, avoir quelques érables, même quelques chênes en montagne, ça peut arriver. Même des arbres qui, derrière, n'ont pas forcément un intérêt de production, mais qui vont être là vraiment juste pour la diversité. Comme des sorbiers, des alisiers, des choses comme ça, vraiment pour un mélange assez hétérogène de la forêt. Au quotidien, Cédric doit gérer sa forêt soigneusement, en jonglant entre production et protection. À chaque action qu'il mène, il prend soin de laisser une grande place aux vivants. En forêt, on va chercher des arbres avec des caractéristiques remarquables, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on voit qu'il a des cavités. Ensuite, c'est un hêtre. Nous sommes dans une forêt de sapins et d'épicéas essentiellement. Donc c'est une essence qui est peu présente. Donc on va pouvoir l'identifier et le marquer. Donc là, il est identifié. Donc les forestiers qui vont passer ensuite vont pouvoir savoir que cet arbre est à conserver pour la biodiversité. Ces arbres bio, de formes et de tailles diverses, façonnent le paysage forestier. Ces sculptures naturelles regorgent de vie. Elles sont essentielles pour le maintien de notre fameux équilibre. Lors des exploitations forestières, on va demander aux engins de débardage d'utiliser uniquement les pistes de vidange. Donc ici par exemple, nous en avons une. Et aussi, quand on va exploiter, on va demander au bûcheron et à l'engin de déposer des branches sur la piste afin que l'engin, lorsqu'il va passer, ne détériore pas le sol en profondeur. Ces marques durables, parfois bien visibles, ne peuvent masquer la présence de l'homme en ces lieux. Il arrive pourtant qu'avec le temps, ces ornières deviennent de véritables berceaux de vie. Il est fréquent d'y observer des grenouilles y déposer leurs œufs au mois de mars. En me promenant plus jeune dans ces forêts, j'ai observé dans ces crevasses des flaques systématiques et annuelles, aux mêmes endroits, traversant le temps. Toujours les mêmes, et toujours quelque chose à y observer. Ici, on a laissé un arbre mort qui va servir d'habitat pour de nombreux insectes et qui, en se décomposant, va régénérer l'humus et le sol. Lorsque nous exploitons une parcelle, nous laissons l'ensemble des branches et des houppiers. Donc tout ce qui est inférieur à 7 cm de diamètre doit être laissé sur place afin de recomposer un humus lorsque ces branches vont pourrir. C'est ce cycle si important qui permet aux forêts de se parer d'allures parfois mystérieuses. Le bois mort est en réalité un bois véritablement éveillé. Pour moi, la forêt idéale, c'est vraiment une gestion multifonctionnelle de la forêt. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait allier la production de bois avec les arbres qu'on va choisir pour la production, avoir un accueil du public avec les sentiers qui parcourent la forêt, accueillir les gens en forêt, les écoles, pour leur présenter un peu ce qu'est une forêt. Et à côté, avoir toujours une biodiversité très intéressante, une mixité, que ce soit au niveau des essences forestières que de la faune sauvage.
Cédric fait partie de cette jeune génération qui a conscience de l'importance de la biodiversité dans ces vastes étendues forestières. Optimiste et réaliste, je l'ai rencontré par hasard et ai rapidement senti sa volonté de transmettre. J'ai appris que les choses n'étaient pas simples et que la recherche de compromis était la clé. Assis sur une chaise en bois, devant un feu crépitant dans la cheminée, marchant sur un parquet ou écrivant sur une feuille de papier, le bois qui nous entoure nous plaît, nous est utile et nécessite de donner à la forêt un caractère artificiel, mais qui n'est pas incompatible avec l'accueil du vivant et du sauvage. La transmission et la communication sont donc un bon moyen pour comprendre que la forêt idéale est un compromis d'avenir.